on est tous là pour un seul mot d'ordre, c'est la fin des abattages totaux dans les troupeaux. En ce moment, on a des collègues qui sont en rendez-vous à la préfecture, donc on attend leur retour, mais en attendant, on va laisser la parole à des producteurs et des productrices qui veulent bien témoigner de ce qui se passe en ce moment dans nos départements. Voilà, et je pense que c'est eux les mieux placés pour parler, donc je vais donner déjà la parole à Raphaël Balthasar. Yes. Bonjour, oui, moi je suis pour la Confédération Paysanne. J'ai ma ferme qui est un petit peu loin de la zone, du coup on voit les choses de loin avec beaucoup d'inquiétude, mais pour l'instant on n'a pas été concerné aussi directement que les gens des environs de Rumilly ou de Faverges. Voilà, pour l'instant la situation elle est quand même, elle en reste un peu au statu quo, c'est-à-dire que depuis bientôt 1 mois et demi, les abattages se poursuivent. Depuis le 30 juin, le premier a eu lieu. Aujourd'hui, quasiment tous les troupeaux de la zone réglementée, c'est-à-dire à 50 km autour des foyers, ont été vaccinés. Et malgré cette vaccination qui nous était présentée comme vraiment la sortie de crise et le moyen d'en finir avec cette épidémie et puis tous les problèmes que ça engendre, on en est encore là et les troupeaux qui sont abattus actuellement sont vaccinés. Voilà. Comme on dit sur le slogan, avec seulement une vache de malade, le troupeau entier est condamné. Vacciné ou pas vacciné, confiné, malgré toutes les protections qu'on peut mettre en place pour éviter que ça se propage, avec surtout la limitation des mouvements qui est sûrement la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'extension jusque dans toute la France, voire l'Europe, si tous les mouvements avaient continué. Et voilà, du coup l'urgence il y a 2 urgences, c'est vraiment d'en finir avec ces abattages totaux, absolument, et puis de réfléchir le plus vite possible à comment redécoincer les troupeaux qui sont bloqués aujourd'hui, parce que les veaux peuvent plus bouger. Les animaux qui sont en alpage sont pour l'instant bloqués en alpage. Pour l'instant, c'est pas tout à fait urgent, mais d'ici quelques semaines, ça le sera très vite avec les premières vaches premières vaches hygiénistes qui vont véler, qui doivent être redescendues, voire qui doivent repartir dans d'autres régions, parce que c'est une région d'estive. On a vu passer des informations officielles disant que d'ici le mois d'octobre, tout est figé, et après on verra. Donc on a bien avancé avec ça, sachant que l'urgence elle est déjà là aujourd'hui par rapport à tout ça. Voilà. Et puis après, commence à se poser aussi largement la question de comment repeupler tous les élevages qui ont été détruits par l'abattage total ces dernières semaines. C'est plusieurs milliers d'animaux qui sont morts maintenant. On parle de 3000 environ, et c'est vraiment des chiffres énormes. Alors moi j'ai un texte de Kylian Tissot. D'ailleurs s'il est là et qu'il veut encore le lire, il peut. Toutes mes vaches, génisses et veaux, 67 exactement, vont être abattues ce matin pour 2 vaches malades cause de DNC, dont une qui est décédée jeudi dernier. Toutes les autres n'ont rien. Elles arrivent à 19 jours de vaccination, les services vétos veulent rien savoir. Ça me déprime, m'attriste beaucoup. Je les ai toutes vues grandir, je connais toutes leurs mères, leurs filles. On va m'enlever ça demain, je ne sais pas ce que je vais faire pendant de nombreux mois. La traite, c'est ce qui rythme une exploitation laitière. C'est mon moment préféré, surtout je les connais toutes par cœur. On vient de finir leur nouveau bâtiment. Elles devaient rentrer fin août dedans, donc 3 ans que j'attends ce moment. Si je l'ai fait, c'est avant tout pour qu'elles soient au mieux dedans, le plus confortable possible, et je me rends compte qu'elles ne les connaîtront jamais. Bosser toutes les journées et payer une couille pour ça. Je remercierai jamais l'État et l'Europe, c'est bien de leur faute si tout ça arrive, et je ne suis pas le seul dans cette situation. On a un peu de soutien, et je remercie tous ces gens, mais ils restent petits. Il me reste quelques filles de mes vaches, et 6 vaches taries, c'est maigre j'espère. J'espère qu'elles ne seront pas touchées d'ici la fin de cette maladie, ou du moins que la loi change maintenant, que la majorité des bovins des départements touchés soient vaccinés. On va tout faire pour qu'elle change, car il y a trop eu de bêtes abattues pour rien, des vies brisées, des années de travail manuel et génétique qu'on ne respecte pas dans ce pays. C'est honteux. Adieu mes vaches, je vous aime plus que tout. Merci mes vaches. Si le paysan n'est pas homme à étaler ses états d'âme, il aurait pourtant beaucoup à dire sur sa douleur à voir partir si brutalement son troupeau. Si l'on entend déjà parler de reconstruction, n'oublions pas qu'on est en plein dans le dur, que les éleveurs vivent chaque jour la boule au ventre et que chaque jour, l'un d'entre eux voit tomber son troupeau. Il y a la peur, la suspicion, le déni, le refus, l'espoir
la résignation. Tous ces moments terribles que vous impose une administration implacable et sur lequel il est difficile de mettre des mots. Puis il y a la dernière nuit, la dernière traite, le dernier repas. Les enfants ont mis leur réveil pour leur donner à manger une dernière fois. Il faut dire adieu à vos vaches, leur dire merci, leur dire je vous aime, sans parvenir à les regarder en face. Je vous aime, mais les croque-morts sont dans la cour. Moi, je vais me barrer. Je n'ai pas le courage de vous accompagner. Vos meilleurs copains arrivent pour le faire à votre place. Eux aussi, ils sont en larmes. Il n'est pas 8 heures. Il y a les voitures de gendarmes, les pompiers, de grands camions bennes. Vous restez planté dans la cour, votre fille serrée contre vous, pleure toutes ses larmes de son corps. Elle ne dit rien, mais vous l'entendez vous dire « Papa, tu peux pas laisser faire ça ». Culpabilité, colère, immense chagrin. Difficile encore de mettre des mots. Vos yeux ne voient plus la route, mais vous prenez votre bagnole, vous vous sauvez pour ne rien voir, ne rien entendre, pour ne pas garder ces images. Mais ces images, votre cerveau va vous les fabriquer. Adieu mes vaches. Alors, on peut quand même parler de ce rendez-vous ici, devant notre champ d'agriculture, avec un rassemblement, c'est-à-dire la coordination rurale et la confédération paysanne. Il faut savoir que nous sommes deux syndicats dits minoritaires, c'est-à-dire que 75% des postes de la chambre d'agriculture sont occupés par les syndicats majoritaires. Et on a voulu faire un appel unanime. Et comme l'a dit Christian Convert hier sur France Info, c'est vrai qu'il y a des valeurs qu'on ne partage pas entre les deux syndicats. Mais ici, maintenant, sur ce sujet-là, on est raccord et on veut absolument stopper l'abattage total, qui est une ineptie, je pense que plein de gens le développeront. Il faut savoir que ces deux syndicats minoritaires, sur ce sujet-là, ils sont majoritaires. Le fait est que les résultats Chambre d'agriculture, vous additionnez les résultats des deux syndicats, nous représentons une majorité des paysans. Et sur ce point-là, nous voulons être entendus et nous ferons tout ce qu'il faut. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Jean Duchesne pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 28 ans. Je fais partie des éleveurs qui ont été touchés sur la commune d'Estessan au mois de juillet par la DNC, qui a vu son troupeau totalement abattu par les services de l'État pour seulement 2 cas positifs. On a tenté de démontrer pendant plusieurs jours qu'il y avait peut-être moyen de faire autrement. On a demandé à l'État d'ouvrir les yeux, de venir nous rencontrer et de prendre des décisions plus raisonnables, notamment par le confinement, par de la surveillance et pour faire avancer la recherche aussi sur cette maladie. Parce que quand on nous dit que la maladie était inconnue en France avant le 29 juin, et puis 15 jours après, on sait absolument comment résoudre le problème, nous on a du mal à y croire. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. On l'a fait d'abord pour mes vaches, et puis après on l'a fait aussi pour les voisins. Parce qu'on nous traite d'individualistes au niveau de certains syndicats. Moi je me demande qui est vraiment individualiste dans cette société, si c'est pas celui qui est loin de tout ça et qui a envie que les autres crèvent pour pas que ça arrive chez lui. Moi j'ai pas peur de le dire aujourd'hui face caméra, hein. De toute façon tout le monde sait ce que je pense là-dessus. Moi je suis contre l'abattage total, c'est la seule maladie qui n'est pas une zoonose qui est classée catégorie A. Donc ça c'est une aberration. On pense au début que l'Europe imposait ces mesures et en fait c'est faux. L'Europe elle impose aux États membres de gérer le problème. Elle impose pas du tout la mesure de l'abattage total, c'est la France qui a pris la décision. Et c'est la France qui l'assume aujourd'hui. Et on a un syndicat surtout qui appuie là-dessus et qui va dans le sens de l'État, qui marche main dans la main comme sur tout sujet avec eux. Et nous on est là pour dire stop quoi. Le paysan c'est un être raisonnable, il est capable d'encaisser beaucoup de choses, mais certainement pas ça. Et je pense qu'il faut savoir dire non quand c'est pas entendable quoi. Et donc aujourd'hui, on est là pour demander l'arrêt de l'abattage total, surtout que l'immunité vaccinale dans les Savoies sera bientôt atteinte. Quel intérêt de continuer à abattre les troupeaux entiers, si ce n'est pour retrouver ce fameux statut
qui pour notre part nous importe peu, même si y en a qui vont monter au créneau après avoir entendu ça, parce qu'il y en a qui souhaitent qu'une chose, c'est voilà, c'est retrouver le statut. Mais je pense qu'ils ont été capables de déroger à la loi pour la pasteurisation. Pourquoi ils ne seraient pas capables de le faire à ce niveau-là? Et surtout, pourquoi il n'y a pas eu l'anticipation, quoi. Moi, c'est la question que je me demande depuis le début, surtout tous les jours depuis qu'il n'y a plus de vaches dans mon bâtiment. Pourquoi, quand on a vu en Italie un cas arriver, pourquoi on ne s'est pas préoccupé? On sait que l'Italie, c'est limitrophe, hein. La Suisse, par exemple, ils ont montré plus de bon sens que nous. Dès qu'ils ont vu des cas arriver en Savoie, ils ont pris les devants, ils ont commandé les vaccins. Aujourd'hui, l'immunité vaccinale chez eux, elle est bientôt acquise alors qu'ils n'ont encore aucun cas détecté. Et puis nous, comme d'habitude, en France, on attend d'être face au pied du mur pour prendre des réactions. Après, qu'est-ce qu'on fait quand on est au pied du mur? Forcément, on prend des décisions trop vite, trop lourdes de conséquences. Et puis aujourd'hui, moi personnellement et beaucoup d'éleveurs qui sont présents ici savent les conséquences auxquelles on est confronté. Alors après, oui, on a des gentils services de la MSA qui nous proposent des jours de congé. Encore faudrait-il avoir le temps de les prendre, parce que quand on nous parle de soutien psychologique, puis que je suis convaincu à la gendarmerie le dimanche qui suit, pour avoir essayé de tenir tête au service de l'État, juste pour essayer de défendre mon troupeau, et qu'on me dit que je risque 6 mois de prison et 15 000 € d'amende, moi ça me met hors de moi quand j'entends certains éleveurs d'autres départements qui disent non, les Savoyards sont contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait pour sauver les collègues. Moi j'estime avoir pris le plus de précautions possible pour mes voisins en confinant mes vaches, en arrêtant de bouger les animaux comme c'était conseillé, en euthanasiant les 2 animaux qui sont sortis positifs chez nous sans même attendre s'ils allaient être indemnisés ou non. Parce que si j'avais attendu l'accord de la DSV, il serait resté les longues semaines dans les prés avant qu'ils soient euthanasiés, parce qu'on nous disait au début qu'il fallait attendre pour être sûr qu'ils soient indemnisés. Mais moi, en tant qu'éleveur, je préfère éviter la diffusion de la maladie et euthanasier mes bêtes, même si elles ne seront pas payées, que voilà, de laisser la maladie traîner dans les prés, limitrophes à ceux des voisins, quoi. Et donc, moi, je demande qu'une chose aujourd'hui, c'est arrêter d'abattre ces troupeaux, on en a marre. Arandel Manuel. Je vais reprendre une ferme en Haute-Savoie début septembre. Donc voilà, ça va me concerner, hein, on sera en plein dedans. Et j'ai eu la visite d'un salarié agricole la semaine dernière, on n'en parle pas, qui m'a raconté un peu comme ça se passait à Cessan dans tous les abattages, puisqu'il travaille par là-bas. Je ne vais pas donner de nom, hein, c'est pas le but. Mais ce qu'il m'a décrit, c'est pas ce qu'on nous décrit à la télé. Il m'a pas décrit une bonne organisation, il m'a pas décrit que ça s'est bien passé, pas du tout. Les services vétérinaires sont arrivés avec des 30 cars, 20 cars de CRS qui ont bloqué tout le village. Lui, il s'est retrouvé dans la ferme avec son patron. Son patron a pas tenu le choc. Donc c'est lui qui a pris son courage à 2 mains, le salarié, qui a dit qu'il allait rester là pour voir comment ça se passait. Et les services vétérinaires et les gens qui étaient là, ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à choper les vaches, ça prenait un temps fou. Donc c'est le salarié qui connaît les vaches, qui a dû les appeler, qui a dû les faire venir, les bloquer au cornadi. C'est lui qui les a tenus à la mouchette, parce qu'ils étaient incapables de le faire, pour faire piquer toutes les vaches. Et après, c'est encore lui qui a pris le télescopique de la ferme pour sortir les cadavres à mesure. Voilà ce qu'il me raconte. Voilà ce que les salariés agricoles vivent en ce moment dans ces régions aussi. Donc c'est inadmissible. Et comme il le dit, il y en a ras-le-bol. On nous dit que ça se passe bien, et tout ça est couvert, tout ça est fait dans... Faut pas que ça se voit, faut pas qu'il y ait trop d'images à la télé, faut pas que ça se sache. Mais la souffrance des éleveurs et des salariés agricoles, elle est bien là. Donc, personnellement, en tout cas, moi, je voulais inviter tous les éleveurs maintenant à se battre et à dire non, et qu'on sera là, et qu'on sera du monde. On peut faire changer les choses tous ensemble. J'espère que ça n'arrivera pas sur ma ferme, mais en tout cas, moi je me battrai, il faudra me passer sur le corps, c'est clair. Donc, merci déjà à ceux qui sont là, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a conclu quand même un petit peu avec la préfète, c'est que l'agriculture dépasse un petit peu l'enjeu des simples agriculteurs, puisque la société commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. On est quand même dans un mouvement, on va dire européen, qui est plutôt tourné contre l'agriculture. Et ce qui nous arrive là n'est pas seulement d'ordre sanitaire.
Donc on a retracé quand même le départ, je vois qu'il vous a été retracé un peu ce matin, puisqu'aujourd'hui chacun arrive quand même à avoir des informations. Le départ, il y avait d'autres solutions. Hein. Le texte européen ne prévoit pas l'abattage total, et c'est pas uniquement parce qu'on est responsable syndicaux pour aller contre l'avis de quelqu'un d'autre qu'on avait ces positions-là. Donc ces positions-là, c'est ce qu'on a démontré. Donc c'était la sous-préfète, la préfète n'était pas là. Mais c'est exactement la même chose qu'on a dit à la ministre. Elle a son entourage parisien, ses conseillers, et nous on était en mesure de lui faire entendre d'autres avis, d'épidémiologistes, du CNRS, et voilà, tout à fait de personnes qualifiées, et même en droit européen, ce qu'elle n'a jamais voulu entendre. Hein. Donc sur le dépeuplement, tout est prouvé aujourd'hui que l'histoire, ils appellent dépeuplement, c'est un petit peu plus sympa qu'extermination, mais en fait, il s'agit d'extermination de troupeaux. La vaccination a commencé, donc on n'est plus comme au début. Au début, on pouvait faire peur aux agriculteurs, parce que c'est vrai qu'on avait tous peur, hein, il faut bien avouer les choses telles qu'elles sont, parce qu'on nous disait que la maladie pouvait se transmettre d'animal à animal, ce qui aurait pu avoir une contagion beaucoup plus importante. En fait, c'est pas vrai du tout. Voilà, donc je pense que tout le monde sait aujourd'hui et suffisamment documenté pour dire qu'il faut un temps qui pique une bête. Donc il y avait, dès le départ, que ça plaise ou pas, peut-être à certains même d'entre vous, hein, je pense que la désinsectisation de la zone et des communes autour aurait sans doute apporté tout de suite une réponse beaucoup plus positive que de vouloir tout dépeupler. Hein, donc ça, c'est ce qu'on a demandé, mais en fait, le bon sens ne marche pas dans un truc comme ça. Rémi, là aujourd'hui, on nous dit que le vaccin, il est actif. Bon, ça va de 14 jours, maintenant on passe à 28 jours, mais sachant qu'on est déjà à plus de 21 jours de vaccination dans bien des cas. Dans la mesure où on arrive au bout de cette période, on a dit, nous maintenant, c'est terminé, vous arrêtez d'abattre les troupeaux. Voilà, et là-dessus, je pense qu'on est raccord. Le président de la Chambre l'est beaucoup moins. On aurait préféré sortir de la réunion en disant, et les services... Oui, bon... on ne veut pas se battre entre nous, mais néanmoins, on a le droit d'avoir des avis divergents. Mais là-dessus, la majorité des agriculteurs, c'est nous qu'on la représente aujourd'hui. Hein, donc, à un moment, il écoute aussi. Il n'écoute pas son simple président ou vice-président ou je ne sais quoi. Il écoute quand même la majorité des agriculteurs. Et là-dessus, l'État est directement concerné. On dit en quoi vous pouvez nous dire pourquoi, qu'est-ce qui c'est qui peut légitimer le fait d'abattre au bout de la période de traitement, des 28 jours? Ben rien, hein, l'État n'est pas en mesure. Donc on dit, alors vous comprenez bien que maintenant, on va forcément être beaucoup plus réactif pour ne plus laisser abattre. On a bien pris note, ils voient bien les incohérences qu'il y a, pourquoi on continuerait d'abattre. Donc les méthodes, elles auraient pu être prises différemment. On sait très bien ce qui s'est passé sur d'autres maladies, il y a un autre variant qui peut arriver l'année prochaine dans un autre département. Donc on ne pourra pas continuer cette politique d'abattage total. C'est un non-sens pour les agriculteurs, parce qu'on sait très bien que le résultat ne sera pas du tout meilleur que si on avait fait cet abattage sélectif. Donc ça reste, à mon avis, l'objectif principal, au moins de cette journée, de dire que si ça continue, effectivement, il faudra peut-être hausser le ton. Moi, j'ai surtout pointé la responsabilité de la Chambre d'agriculture et du positionnement du président. Parce que pour vous rappeler ce que vous savez sûrement déjà, c'est que nous n'avons jamais été consultés sur ces questions. Le président de la Chambre d'agriculture s'est positionné devant les services de l'État et la presse sans nous avoir jamais demandé rien, ni à la CR ni à nous. On n'a jamais droit au chapitre, on est tout juste consulté et reçu, mais ils ne partent pas du principe qu'on pourrait se concerter en fait. Et là, la Chambre d'agriculture, par ses élus et son président, nous font part de leurs difficultés à gérer la crise, du fait qu'ils sont accablés par la difficulté, etc. Mais on leur a bien rappelé que si on avait pu ensemble décider de choses, déjà, ils se seraient moins exposés. Et moi, j'ai vraiment dénoncé le fait qu'ils ont été complices de l'État quand même dans ces cas-là. C'est pas leur place d'accompagner les politiques publiques. Leur première place, c'est d'entendre les paysans, d'entendre l'ensemble des syndicats, et non pas par leur lecture attentive des thèses qui nous ont bien rabâché. Mais nous aussi, on en a bouffé de la thèse. Moi, j'ai jamais autant lu de trucs que je comprenais pas. Mais c'est pas à eux d'alimenter la politique de l'État sur place. Ils doivent défendre les paysans et ils ne l'ont pas fait. Donc bien sûr maintenant ils s'estiment être très présents avec la cellule Réagir. Ils nous feraient tout un état des lieux
de tout ce qu'ils avaient mis en place. Donc voilà, c'était le premier point de revenir là-dessus. Après, on a beaucoup parlé de la vaccination. Et moi, clairement, j'ai aussi insisté sur le fait qu'ils ne nous donnaient pas d'espoir. En fait, il n'y a pas de sortie de crise. Ils restent toujours sur les mêmes choses, c'est-à-dire vacciner et maîtriser. Ils prétendent encore maîtriser et éradiquer la maladie. Ils sont encore là-dessus. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui évolue, c'est un mur. Ils estiment que les résultats, le fait que les foyers sont circonscrits toujours dans la même zone, qu'il n'y en a pas des nouveaux, que ça marche. Ils estiment vraiment être dans leur bon droit d'avoir pris les bonnes décisions. Et une fois qu'on leur dit, mais à long terme, c'est intenable en fait, on peut pas. Là, il faut être conscient qu'à partir du dernier foyer distingué, avéré, il y a 14 mois de blocage de mouvement. C'est 14 mois à partir du dernier foyer. Donc l'avenir des paysans dans les Savoies, ça ne va pas se terminer cet automne quand tout le monde sera vacciné. C'est-à-dire qu'on va encore en subir les conséquences pendant des mois. Et là-dessus, ils ne sont pas du tout dans le long terme, ils sont dans la gestion de crise, l'espèce de pseudo-maîtrise qu'ils se persuadent d'avoir. Chiffres à l'appui, voilà, donc sur les 200, ils nous ont sorti pas mal de chiffres, sur les plus de 200 000 bovins sur les Savoies, 60% du vaccin, etc. Mais par contre, on n'a pas pu obtenir que, malgré cette vaccination en masse, malgré le fait qu'on arrive pour certains à plus de 21 jours, ils retiennent que le chiffre de 28 jours, alors que sur la notice du vaccin, c'est bien marqué entre 10 jours et 3 semaines. C'est bien marqué ça. C'est un vaccin qui a fait ses preuves dans plein d'autres pays, donc c'est pas un vaccin qu'on découvre et on se dit on n'a pas de recul. Le recul on l'a, il y a plein d'autres États qui l'ont éprouvé et qui peuvent apporter leur témoignage, mais ils restent persuadés que c'est en assainissant la Haute-Savoie et la Savoie qu'on va pouvoir au plus vite retrouver un statut sanitaire qui nous permet d'échanger nos animaux, etc. Et c'est vraiment la carotte, c'est ça, c'est de la menace de plus pouvoir échanger nos animaux, qui est réelle, hein. Nous on va pas la minimiser, on sait, mais à quel prix? Et dernière chose, ce qui me concerne, c'est vraiment la raison, pour eux, elle est du côté de la maîtrise et jamais de l'humain en fait. J'ai rappelé quand même que ces paysans étaient avant tout des victimes, et c'est jamais reconnu. Vous êtes victime de ce virus, vous n'avez pas décidé de l'avoir. Et sur le terrain, ils sont traités comme des criminels, vraiment, avec des doubles, triples, voire quadruples peines. C'est ça qu'on inflige aux éleveurs. C'est-à-dire que si vous avez osé résister à un moment donné, ce pourquoi, par ailleurs, on vous intime, c'est-à-dire qu'en tant que paysan, on a le devoir de protéger nos animaux, de les nourrir, de les soigner, et bien là, on vous retire ce droit, vous n'êtes plus légitime, vous n'êtes plus capable, vous êtes irresponsable, et on vous retire vos animaux, et il n'y a que ça comme issue, et l'État vient s'imposer, voilà. Et pour moi, la Chambre d'agriculture a une grosse responsabilité dans ce qui s'est passé et dans les conséquences qu'on subit tous là aujourd'hui et qu'on va subir encore pendant des semaines. Bon, il faut savoir quand même que ça ne va pas se passer partout de la même manière, hein. Il y a une quinzaine, un peu plus de 10 chambres d'agriculture qui ont dit qu'il n'y aura jamais d'abattage total chez nous, hein. Donc quand il y en a qui se positionnent de manière claire, ça ne se fera pas. Donc ça, c'est déjà une donnée. Après, pour nous, c'est invraisemblable que des représentants agricoles arrivent à se positionner pour l'abattage total. Au regard de tout ce qu'on a dit, c'est invraisemblable, on ne peut pas se reconnaître là-dedans. Donc, on n'est pas dans le... C'est sûr qu'on était dans la cogestion jusqu'à maintenant. Là, aujourd'hui, ils ne font que relayer la parole de l'État. Et de la faire appliquer, puisqu'ils pourraient s'y opposer. Donc là-dedans, je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ne peuvent pas se reconnaître. La réalité de la chose, quand même. Donc, on ne serait pas aujourd'hui tous avec un téléphone, il n'y aurait aucune image qui serait sortie. Il n'y aurait pas eu la volonté qu'on a eue, puisque je vois des politiques là qui sont parmi nous, même des députés, on les interdisait d'approcher. Hein, il a fallu qu'on se batte, aller les chercher, dire maintenant si vous voulez vraiment qu'on se batte, on va se battre. Hein, tout ça pour arriver à faire constater à des politiques, je crois quand même de quel droit les gendarmes vont empêcher un député de venir voir ce qui se passe. Hein, donc il n'y aurait eu aucune image à la télé si on n'avait pas eu nos téléphones pour arriver à transmettre à la presse ce qui s'est passé. Donc c'est sûr que dès le premier jour, quand ça a commencé à sortir, les animaux qui étaient attrapés dans les champs, et pour le coup il y en avait une qui était chargée, qui n'était pas morte, je pense que vous avez vu ça. Donc ça, quand c'est sorti à FR3, c'était eux les premiers qui étaient sur l'affaire le premier jour, la ministre elle était folle. Hein, donc qu'est-ce qu'il y a de mal? On leur a dit, ben, vous nous faites bien vivre, vous voulez pas que les gens le voient. Donc il y a quoi de honteux dans ce cas-là?
Donc c'est sûr que ces images qu'on a pu transmettre, elles n'ont pas toutes été reprises. J'ai vu que ceux qui les avaient le plus transmis, c'est la télévision suisse, hein, puisqu'ils ont un certain courage quand même de dire comment ça s'est passé. Donc je pense que c'est comme ça que ça a réveillé un petit peu l'opinion. Sinon effectivement, chacun de nous dans notre ferme, eh ben, on n'a plus qu'à se la fermer. Parce que de toute façon, ça se passe comme ça. Vous avez une telle force publique en face que si vous êtes tout seul, ben vous vous taisez et qu'on va vous tenir par tous les moyens. Donc même quand vous résistez, à la fin on va vous dire on va vous mettre 5 000 € d'amende par jour. Donc à la fin, qui c'est qui peut résister? Personne.